Donc un diaporama commenté sur les phénomènes vibratoires et notamment le son. Donc la propagation d'un son, le son ne peut se propager que dans les milieux qui permettent la propagation d'une vibration, aussi infime soit-elle. Quand vous tapez par exemple sur la surface d'une table, si vous mettez votre main juste à côté de l'endroit où vous tapez, vous allez sentir effectivement une très légère vibration. Eh bien, cette vibration, qui se propage dans le matériau, c'est la propagation d'un son. Par conséquent, le son ne peut pas se propager dans le vide, puisque dans le vide, il n'y a aucune matière qui ne peut se déplacer, et par conséquent, il n'y a pas de phénomène de propagation de vibration, donc pas de propagation du son. Et la vitesse de propagation du son dépend de la structure et de la température du milieu de propagation, en tout cas en ce qui concerne l'air, puisque dans l'air, on considère qu'au niveau de la mer, à 20 degrés, la vitesse de propagation d'une onde sonore, enfin d'un phénomène vibratoire sonore, est de 340 mètres par seconde. Plus la température augmente, plus la vitesse de propagation augmente. Dans l'eau, elle est de 1500 mètres par seconde et dans la glace, eh bien 3000 mètres par seconde. Et si on prend un matériau encore plus dur comme l'acier, elle est de 5000 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de produire un son, vous avez ici une image vue de dessus de la trachée artère et des cordes vocales. Hein, ce que vous voyez de chaque côté ici, c'est ce qu'on appelle les cordes vocales. Et ce sont elles qui vibrent au niveau de la gorge. C'est ce qui explique que si vous mettez votre main près de la gorge lorsque vous parlez, eh bien, vous sentez ce phénomène vibratoire. Ce sont les cordes vocales qui vibrent et ce qui permet effectivement d'émettre un son. Donc vous avez ici en dessous le lien, hein, produire un son avec les cordes vocales. Vous avez le lien qui vous permet de visualiser cette animation disponible sur le site de Lyon Université. Alors lorsqu'il s'agit de produire un son, il faut un phénomène vibratoire. Maintenant, il s'agit de capter un son pour visualiser l'information et pouvoir l'étudier. Très souvent, le dispositif utilisé donc, est un aimant associé à une bobine de fil de cuivre. Eh bien, il y a ce qu'on appelle un phénomène de force électromotrice, à savoir que lorsque la bobine se déplace autour de l'aimant, eh bien, la vibration de la bobine va engendrer, va provoquer un déplacement de charge électrique dans le fil qui constitue la bobine. Et par conséquent, on va pouvoir, avec un voltmètre, et en l'occurrence plutôt ce qu'on appelle un oscilloscope, c'est un voltmètre graphique, si je puis dire, on va pouvoir analyser justement ce courant, cette tension électrique qui apparaît au bord de la bobine, et en fonction de la visualisation de la tension, on va pouvoir en déterminer les caractéristiques de la vibration de la bobine. À savoir, on observe sur l'écran de l'oscilloscope une trace assimilable à une courbe, et donc sur l'écran de l'oscilloscope, on obtient un tracé qui correspond au déplacement de la bobine devant l'aimant. À savoir, si la bobine se rapproche de l'aimant, alors la courbe peut être croissante, et par opposition, lorsque la bobine s'éloigne de l'aimant, la courbe est décroissante. On a donc ici, lorsqu'on a un tracé sinusoïdal, eh bien une information qui nous permet de dire que la bobine a eu un déplacement de va-et-vient, voilà, devant l'aimant. Si devant, plutôt si sur cette bobine, on place un pavillon. Un pavillon, c'est ce que vous voyez quand vous regardez un haut-parleur. Eh bien, ce pavillon va vibrer en fonction des zones de compression et de dépression qui correspondent en fin de compte à la propagation d'un phénomène sonore, comme vous avez pu le voir ou comme vous le verrez dans l'animation sur les cordes vocales. Conséquence, ce déplacement de zones de compression et de dépression va provoquer la vibration du pavillon, ce qui explique que sur un microphone, il faut que le pavillon soit très souple, très léger pour pouvoir vibrer à la moindre vibration d'une onde sonore. Et cette vibration, eh bien, on va pouvoir la visualiser sur un oscilloscope. Par conséquent, on verra lors de la zone de compression que le pavillon va déplacer la bobine dans un sens, ce qui sera visualisé par effectivement une partie croissante de la courbe sur le tracé de l'oscilloscope. Et lorsqu'on a une zone de dépression, eh bien, la bobine va reprendre sa place initiale et par conséquent, lorsqu'elle se déplace dans le sens contraire, on aura à ce moment-là, au niveau du tracé sur l'oscilloscope, une partie de la courbe qui sera
décroissante. Par conséquent, lorsque l'on observe une vibration ici du pavillon, avec les successions de zones de compression et de dépression, on a bien un mouvement de va-et-vient du pavillon et on observe donc bien des alternances croissantes-décroissantes, croissantes-décroissantes au regard du phénomène vibratoire sonore. La courbe obtenue à l'oscilloscope est une représentation des vibrations sonores. Par contre, pour ce qui est de percevoir un son, eh bien, on ne peut pas percevoir comme un phénomène sonore toutes les vibrations. Si les vibrations sont trop lentes, en dessous de 20 vibrations par seconde, 20 Hz, eh bien, on appelle ça un phénomène d'infrason, et ce n'est pas perçu comme un phénomène sonore. Si les vibrations sont trop rapides, au-delà de 20 000 vibrations par seconde, 20 000 Hz, on appelle ça justement des ultrasons, et l'oreille humaine ne les perçoit pas. On a coutume de dire que les sons audibles sont compris entre une fréquence de 20 Hz et 20 000 Hz. Et on peut du coup faire un parallèle entre l'acoustique et les sciences physiques. Le vocabulaire n'est pas le même, mais on fait bien appel aux mêmes notions. En acoustique, on parlera de hauteur d'un son. Un son aigu correspondra à une fréquence élevée et un son grave correspondra à une fréquence faible. On va voir justement juste après, dans la diapositive suivante, la notion de période et de fréquence à partir du tracé que l'on observe sur l'oscilloscope. Ces deux notions sont très liées l'une à l'autre puisque la fréquence est égale à l'inverse de la période et vice-versa. Dans le registre acoustique, on parle de son pianissimo, mezzo, mezzo forte, forte, eh bien ça correspond à l'intensité sonore. Et là, du coup, on parle d'une intensité sonore en décibels. Plus l'intensité sonore est importante, plus le nombre de décibels est important. Et, dernier point, en fonction de la forme du motif élémentaire que l'on observe sur le tracé de l'oscilloscope, eh bien, on en déduit la nature de l'instrument, c'est ce qu'on appelle le timbre. Chaque instrument a une forme de tracé sur l'oscilloscope différent, et donc on dit que chaque instrument a un timbre qui lui est caractéristique. Analysons maintenant justement le tracé à l'oscilloscope. Voilà un tracé que l'on pourrait observer sur un écran d'oscilloscope. Vous avez ici en vertical, donc en ordonnée, la tension mesurée aux bornes de la bobine. Vous avez ici sur l'axe des abscisses le temps lors de l'enregistrement de ce tracé sur l'écran d'oscilloscope. Eh bien, on va définir ce qu'on appelle un motif élémentaire. Un motif élémentaire, c'est un motif qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps. Par conséquent, plutôt que d'étudier toute la courbe, on peut résumer l'étude de la courbe à l'étude d'un motif élémentaire. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est principalement la largeur du motif élémentaire en termes de temps. Cette largeur est appelée la période. On la note grand T, et on voit ici que l'échelle de temps est graduée en millisecondes. Par conséquent, on a une période ici de 25 millisecondes. On peut aussi noter T égale 0,025 secondes, puisqu'il est préférable de noter la période en secondes lorsqu'on calcule ensuite la fréquence. On aurait très bien pu choisir un motif élémentaire différent. Exemple de deux sommets ici, on a là aussi un motif élémentaire puisque vous voyez que c'est le même motif qui se reproduit à l'identique au cours du temps. On parle bien d'un phénomène périodique. Périodique puisqu'il se reproduit identique à lui-même au cours du temps. On a là aussi, pour ce motif qui est différent, la même largeur, à savoir de 50 à 55, soit 25 millisecondes. Quel que soit le motif que vous allez choisir, l'étude sera identique. Et donc, on peut voir que deux motifs élémentaires différents
permettent de reproduire ou d'obtenir en tout cas le même graphique que celui qu'on avait sur l'écran de l'oscilloscope. En revanche, si on ne choisit pas un motif élémentaire qui corresponde à la période d'un signal, eh bien l'étude va être fausse, puisqu'on voit ici que si on reproduit cette partie de la courbe à l'identique, on n'obtient pas la même représentation graphique. Par conséquent, la partie qui a été choisie au départ n'est pas un motif élémentaire, ce n'est pas un échantillon de la courbe qui soit un échantillon représentatif. Ici, ce n'est pas une période. Lorsque l'on a déterminé un motif élémentaire et que l'on connaît la période, en millisecondes ici par exemple, eh bien, si la période est de 25 millisecondes, soit 25 10 puissance moins 3 secondes, on peut calculer la fréquence, f est égal à 1 sur t, 1 sur 25 10 moins 3, soit 40 Hz. 40 Hz qui correspond à un son grave, puisque plus la fréquence est faible, plus le son est grave, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Vous avez ici un lien vers une petite vidéo qui reprend tous les termes que l'on a abordés ici dans ce diaporama, à savoir un son grave, un son aigu, un son fort, un son faible, un son de piano, un son de violon, selon le timbre, selon l'intensité, selon la hauteur et donc la fréquence ou la période. Voilà cette synthèse sur le son. Il vous reste à faire les activités d'interprétation sur le son. Bon courage!